Bonjour tout le monde! Je m'appelle Eve, je suis étudiante à maîtrise en écologie à l'Université de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, je ne vous parle pas précisément de mon sujet de maîtrise, mais je vais vous parler d'un thème qui est clé au sein de mon projet de maîtrise, c'est le concept du piège évolutif. Je vais vous le présenter à travers une étude de cas que je trouve particulièrement intéressante puis que j'espère que vous allez avoir la chance d'observer un jour dans votre vie. Bien, j'espère. En tout cas, vous allez comprendre, c'est comme... vous voulez l'observer, mais non en même temps. Donc, je parle des éphémères, qui sont des insectes très attachants. À main levée, qui a déjà vu une éphémère dans sa vie? Wow! Quand même impressionnant! Donc, plus de la moitié de la salle, je dirais. C'est des insectes qui sont fascinants pour de nombreuses raisons, mais pour pouvoir les reconnaître, il faut savoir les reconnaître. Donc, caractéristiques distinctives, ils ont les ailes repliées sur le dessus de leur corps, comme ça, au repos, et ils ont des longs filaments au bout de l'abdomen. Donc ça ment pas quand vous voyez ça, c'est un éphémère. Pourquoi on les appelle éphémères? Parce qu'elles sont éphémères. Ça veut dire elles ne vivent très peu longtemps, elles vivent un temps très court, portent très bien leur nom. C'est vrai, les éphémères sous cette forme-là particulièrement, en fait, ils ont des pièces buccales atrophiées, ne sont pas capables de se nourrir. Donc, évidemment, ils ne vivent pas très longtemps. Mais ça, en fait, c'est menteur parce que c'est juste leur stade adulte qui dure quelques heures. Mais en fait, l'éphémère vit toute une vie cachée sous l'eau. Donc, elle a un cycle de vie assez complet qui va se diviser en une partie aquatique, une partie aérienne. Et la partie aquatique va être le stade larvaire qui va durer environ 3 ans. Donc, c'est beaucoup 3 ans, ça représente 20 épisodes de mue pendant lesquels la larve va se nourrir. C'est un prédateur, cette larve-là, va vivre dans des endroits qui sont vraiment peu pollués, très exigeants envers son habitat, va muer 20 fois pour finalement émerger et devoir se reproduire en quelques heures. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est dramatique comme schéma de vie. Si on se met ça sur une échelle de temps, ils vont passer quelques semaines sous forme d'œufs, ensuite la majorité de leur vie sous forme de larves, et finalement vont passer, disons, un jour, pour se donner une approximation, un jour sous forme d'adultes, et pendant cette journée-là, ils doivent se reproduire. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Si on compare ça à des humains, disons, un humain dans notre société, on va dire qu'il vit 80 ans, on passe une petite partie de notre vie en tant qu'enfant, la majorité de notre vie en tant qu'adulte. Et là, imaginez que votre dernier stade, le stade ultime de votre vie, vous avez 26 jours pendant ce stade-là pour vous reproduire. Non seulement, c'est pas beaucoup, mais c'est la fin de votre vie en plus. Vous mourrez après ça, c'est fini, là. Donc, vous avez 26 jours. Pendant 26 jours, vous devez vous trouver un partenaire. Ensuite, vous devez copuler, effectivement. Vous devez porter l'enfant, c'est pas toujours facile. Vous devez accoucher de l'enfant, pas facile non plus. Et encore moins facile, vous devez élever l'enfant pour être capable de dire « OK, j'ai fait ma progéniture ». Bien, non seulement vous avez 26 jours pour faire ça, mais c'est la dernière chose que vous faites, donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, si vous arrivez et qu'au stade de trouver un partenaire, vous faites une mauvaise blague, ça ne passe pas le test, la personne vous rejette, vous dites adieu à votre copulation. Et ça, c'est fatal. Ça veut dire que vos gènes ne seront pas transmis à la génération suivante. Ça veut dire que cette stratégie-là ne va pas persister dans la population. Ça veut dire que vous avez été éliminé finalement par sélection naturelle. Donc, les individus dans la nature, leur but, c'est de ne pas être éliminés par sélection naturelle. Donc, on s'attend à ce que leur stratégie, particulièrement les éphémères dans cette situation-là, on s'attend à ce qu'elle soit optimale parce que ça fait des millions et des millions d'années que ces insectes-là existent. Donc, on se dit que, rendu là, leur stratégie devrait être optimale parce que celle qui ne marchait pas aurait été éliminée. Donc, un éphémère, ça a une journée pour trouver un partenaire. Ils vont donc se rassembler en grands bancs comme ça. C'est plus facile de trouver du monde quand on se rassemble. Hein? Donc, ils émergent en même temps pour cette raison-là. Ensuite, elles vont copuler. Et puis, les femelles vont devoir pondre leurs œufs elles vont pondre sur une surface d'eau pour que les œufs tombent dans l'eau. Et ensuite, la femelle va tranquillement mourir. C'est vraiment très dramatique. Donc, les stratégies devraient être optimales et il y a plusieurs chercheurs qui sont attardés à savoir, OK, mais quelles sont ces stratégies qui sont si optimales? Il y a une gang de chercheurs que je trouve particulièrement intéressant qui, en 1998, ont fait une découverte très cool sur comment les femelles font pour reconnaître leur surface d'eau.
Parce que c'est bien beau, là, pondre des œufs, là, mais il faut que tu la trouves, ta surface d'eau. Puis quand tu vis juste un jour, tu n'as pas beaucoup de skills, hein, on va se le dire. Donc, ils ont découvert que ça marchait par un mécanisme de polarisation de la lumière, cette affaire-là. Ça veut dire quoi, polarisation de la lumière? En fait, je ne suis pas une physicienne, je vais essayer de vous le vulgariser. Le soleil émet des rayons de lumière. Certains se transmettent directement à notre œil, d'autres vont percuter des surfaces. Quand un rayon de lumière percute une surface d'eau, il va être reflété avec des propriétés différentes. On va dire que cette lumière-là est polarisée. Et cette lumière-là polarisée, vous vous dites, il y a sûrement un lien avec les lunettes polarisantes. Moi, j'ai des verres polarisants chez nous, c'est quoi le rapport? Les verres polarisants, en fait, vont venir bloquer cette lumière-là. Donc, quand vous regardez dans des lunettes à verres polarisés, vous regardez seulement les vrais rayons de lumière et non les rayons réfléchis. C'est pour ça que quand on regarde dans des verres polarisants, une surface d'eau, c'est tellement plus apaisant, on voit tellement mieux. Donc, si on revient à notre lumière polarisée, nous, on l'aperçoit et les éphémères l'aperçoivent également. Et quand ils voient la lumière polarisée, dans la nature, il n'y a pas 1000 choses qui polarisent la lumière, il y a l'eau et c'est pas mal tout. Donc, elles interprètent ça comme un signal. Ici, je vais pondre mes œufs et ça va marcher. Là, ça a marché, ça, pendant des millions d'années. Pas les hirondelles, je suis habituée de parler d'hirondelles. Les éphémères pondent sur l'eau depuis des millions d'années, ça va bien. Nous autres, on les observe, c'est bien beau. Et puis là, il y a un gâchis qui arrive, ça s'appelle l'homme moderne. Et l'homme moderne, lui, naïvement, met plein de choses dans son habitat qui ont la possibilité également de polariser la lumière. Ces belles choses-là, c'est les routes, les autos, les baies vitrées. Ces choses-là polarisent la lumière, les éphémères voient ça et interprètent ça comme un signal. Ici, c'est une bonne place pour pondre tes œufs. Et qu'est-ce que ça donne, ça, comme phénomène? Ah, bien ça, c'est ça que les chercheurs y ont trouvé, en fait. Les chercheurs qui ont parlé de polarisation de la lumière, ils ont trouvé que ces surfaces-là qui polarisent la lumière attiraient les éphémères et ça donne des phénomènes comme ça. Ça fait des éphémères qui pondent en masse sur de l'asphalte, du béton, des automobiles et des baies vitrées. C'est un phénomène qui est tellement commun qui a été décrit dans les livres d'entomologie depuis des dizaines d'années. C'est vraiment connu des entomologistes. Ça arrive assez fréquemment quand il y a des routes ou des autos sur le bord des cours d'eau dans desquels les éphémères émergent. Et on ne s'apprendra rien si une éphémère pond sur une vitre, ça va être un échec. C'est 800 œufs qu'elle va avoir pondu là, c'est 3 ans qu'elle va avoir passé à grandir pour pondre ses œufs, et bien, ça va servir à rien. Et ça, c'est causé par quoi? C'est causé par un mauvais signal. C'est causé par le fait que l'éphémère a compris que la polarisation de la lumière allait lui apporter un succès reproducteur, et ce n'était pas vrai. On va dire que l'éphémère est piégée par son passé évolutif, parce que dans son passé, pendant qu'elle a évolué, ce signal-là a toujours été bon, et puis là, soudainement, il n'est plus bon, puis elle n'est plus capable de s'adapter. Donc ça, c'est un exemple très typique de piège évolutif. C'est un concept qui a été décrit très récemment dans la littérature. En fait, ça, c'est un des premiers cas. Dans les années fin 80, on a commencé à décrire ça. C'est très récent. Le concept, c'est que les individus ont une préférence pour un signal. Ici, le signal, c'est la lumière polarisée. Mais ce signal-là amène un comportement qui est non bénéfique. Et un autre critère pour qu'on ait un piège évolutif, c'est qu'il faut qu'il y ait une cause humaine, ce qui est tout le temps le cas. Des exemples de ça, ça serait aussi ce petit coléoptère australien qui cherche des femelles de son genre pour se reproduire. Donc, il cherche des belles femelles qui sont grosses, brunes et qui émettent de la lumière. Et ça se trouve à être souvent des bouteilles de bière. Parce que les bouteilles de bière sont grosses, brunes et lumineuses. Donc, ça, c'est aussi un phénomène qui est très bien décrit. Un autre que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est les animaux marins qui vont se nourrir de plastique qui ressemble à quelque chose qui est vivant puis qui mange d'habitude. Donc, un cas, ça serait les tortues marines qui vont se nourrir de sacs de plastique qui ressemblent au mouvement, qui imitent le mouvement des méduses dans l'eau. Donc, plusieurs cas de pièges évolutifs. On est d'accord qu'un piège évolutif, ça cause des répercussions négatives sur les populations et dans les cas les plus extrêmes, ça pousse l'extinction des espèces. Moi, mon projet de recherche, ça porte sur les pièges évolutifs. J'essaie de voir si on ne peut pas créer les pièges évolutifs par l'ajout de nichoirs. Donc, des nichoirs, c'est supposé être
des moyens de conservation. On met un nichoir pour attirer des oiseaux pour qu'ils puissent utiliser un habitat et pour lui offrir un site de nidification qui va l'aider techniquement. Donc moi, j'étudie l'hirondelle bicolore, cette magnifique espèce qui fait partie du groupe des insectivores aériens, c'est-à-dire les oiseaux qui se nourrissent d'insectes au vol. Je ne vous parlerai pas plus en détail de l'hirondelle bicolore parce que Caroline va le faire juste après moi. On travaille sur la même espèce. C'est une très belle espèce, vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais l'hirondelle bicolore, elle utilise des milieux ouverts, souvent des champs agricoles, pour nicher. Il n'y a pas beaucoup de sites de nidification en milieu agricole, donc souvent on va en rajouter par mesure de conservation. Donc moi je me dis, bien, si tu rajoutes un nichoir dans un bel habitat où il n'y avait pas de site de nidification et tu en rajoutes, probablement que ça va être bon pour l'hirondelle, elle va utiliser cet habitat qui est bon pour elle. Par contre, entendons-nous que des champs agricoles, ça ne ressemble pas tout à ça, mais bien souvent, ça ressemble plutôt à ça. Donc, il y a beaucoup de perturbations humaines, de la mécanisation, de l'épandage de pesticides, et on n'a encore pas une très bonne idée de l'effet de ces pesticides-là sur les hirondelles. Donc, moi, j'essaie de voir si on met des nichoirs dans des mauvais habitats, est-ce qu'on crée une trappe écologique et est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus réglementer notre utilisation des nichoirs à mesure de conservation pour les oiseaux. Donc, pour trouver si c'est une trappe écologique, je vais d'abord identifier quel signal les individus vont utiliser pour choisir leur habitat. Donc, mon comportement, c'est la sélection d'habitat. Comment je fais pour décider que je niche ici et pas ailleurs? Il y a sûrement un signal. Et ensuite, je vais voir si ce signal-là mène à une bonne sélection d'habitat ou non. Donc, j'en dirai pas plus sur mon projet de maîtrise parce qu'il n'est pas terminé, donc je n'ai pas encore de réponse, malheureusement. Mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci. Oui, des questions? En fait, c'est mon projet de maîtrise. Oui. Mais dans le fond, c'est quoi ta méthode? Est-ce que c'est des lieux que déjà, ou c'est vous-même qui avez mis des nichoirs? Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis arrivée sur un très grand projet. C'est un projet qui existe depuis 2004. On a 400 nichoirs dans des milieux qui sont très intensifs, des milieux qui ne sont pas du tout intensifs. Donc, on a des champs de tout type. Puis au début, c'était pas ça le but. Le but du projet, c'était de voir c'est quoi le déclin, qu'est-ce qui cause le déclin des hirondelles. Puis là, au fur et à mesure que les recherches ont avancé, la théorie du piège évolutif est arrivée. Les gens ont commencé à se dire, ben peut-être qu'on a un piège parce qu'il y a des hirondelles qui viennent, là, même dans les endroits qui sont pas beaux. Pourquoi ils viennent? Là, ils devraient savoir que c'est pas un bon habitat, tu sais. Fait que moi, j'arrive 16 ans plus tard, puis je suis comme, moi, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir si on a un piège évolutif. Donc, c'est un très gros projet, puis on fait pas le terrain juste pour moi. C'est vraiment des données que j'ai accès donc je dois avoir plusieurs années de données à travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que tu as des résultats préliminaires ou quelque chose? J'ai un résultat préliminaire. En fait, c'est pas très étonnant, mais j'ai trouvé à date que les hirondelles ont l'air de fuir la proximité d'arbres, en fait. Quand il y a des forêts très près, elles ont tendance à fuir ces nichoirs-là en particulier. À prime abord, on ne se dirait pas que ça pourrait être relié à un piège évolutif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'habitats forestiers dans les habitats qui sont extensifs. Donc, quand on a du champ de maïs plein de pesticides, on a très peu de forêt. Donc, si on a un champ qui est vraiment beau, qui n'a pas beaucoup de pesticides, mais souvent, il va y avoir de la forêt proche. Fait que je ne sais pas encore si ça, c'est relié à un piège évolutif, mais je sais qu'ils n'aiment pas la forêt et que les bons habitats sont à proximité de forêt. Donc ça pourrait être une cause de piège évolutif, mais très indirect. Donc, à suivre. Merci.